Bonjour tout le monde. Je vais commencer d'abord par le bilan de la dernière journée. On a malheureusement 6 nouveaux décès, donc un total de 31. Donc évidemment, j'offre mes condoléances à la famille, aux proches de ces victimes. Ce n'est pas des statistiques, c'est des vraies personnes. On a maintenant 4162 cas confirmés. C'est une augmentation de 732. On a 286 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 51. Et on a 82 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de seulement 4. Donc, c'est vraiment la bonne nouvelle du jour, là. Très peu de personnes, toutes proportions gardées, qui sont aux soins intensifs. Notre grande priorité actuellement, c'est vraiment tout l'équipement médical de protection. Je parle des masques, en particulier les masques de procédure. Je parle des gants, je parle des blouses. Chaque jour, on fait le point de façon très détaillée avec le ministère de la Santé, avec le secrétaire général du gouvernement qui est aussi impliqué. Et je veux aujourd'hui être clair, je veux vous dire la vérité. Pour certains équipements, on en a pour 3 à 7 jours. Donc, c'est quand même serré. Par contre, on a des commandes qui devraient arriver dans les prochains jours. Et on a bon espoir d'être capable de passer au travers. Là. Donc, je ne veux pas inquiéter personne. Je veux aussi en profiter pour remercier mon ami Doug Ford qui a accepté ce matin de nous transférer certains équipements. Donc, j'apprécie beaucoup ce geste de la part du premier ministre de l'Ontario. Je veux remercier aussi Justin Trudeau, Chrystia Freeland, qui travaillent très fort à sécuriser certaines commandes à l'étranger avec les ambassades. Donc, merci pour votre aide. Je veux saluer aussi les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des masques, entre autres le groupe Jean Coutu, qui en a 1,3 million de masques, qui ont accepté de nous les transférer. Mais je veux reprendre le message que je passe depuis quelques jours au personnel de la santé. C'est très important, là, si on veut être capable d'avoir des masques pendant toute la durée de la crise. Très important qu'on utilise les masques seulement quand c'est essentiel, quand c'est nécessaire d'être utilisé. Daniel est en train de renvoyer avec son équipe là, des procédures pour quand on utilise quel équipement, mais très important, plus que jamais. Puis, écoutez, on n'est pas différent des autres. Là. Si vous écoutez les chaînes de nouvelles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, partout, il y a un peu comme une course aux équipements de protection. Donc, on n'est pas différent des autres. Puis évidemment, bon, il faut être capable d'en avoir dans ce qu'on appelle le pic, là, le sommet de la courbe. Donc, on est tous dans la même situation. Aujourd'hui, je veux passer un message spécial pour les personnes qui sont isolées, les personnes qui sont seules. C'est normal que ça soit difficile à vivre et c'est pour ça que je demande aujourd'hui à toutes les personnes qui sont pas seules, qui ont la chance d'avoir un conjoint, une conjointe, de la famille, des parents, des enfants, s'il vous plaît, appelez une personne seule aujourd'hui. Donnez-vous ça comme tâche, là, comme responsabilité. Je le disais à mes 2 gars hier. Appelez votre grand-mère, elle va être contente. Tout simple que ça, là. Si tout le monde appelle une personne seule aujourd'hui, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de Québécois. Mes remerciements du jour, je veux vraiment les faire aux chercheurs. On a beaucoup de chercheurs actuellement au Québec qui travaillent jour et nuit pour trouver des médicaments, vaccins. Je pense, entre autres, au docteur Tardif, à l'Institut de cardiologie. Puis j'en profite pour passer un message pour lui.
Actuellement, il y a besoin de milliers de participants pour ces recherches, pour ces études. Ça prend des personnes qui ont la COVID-19. Donc, je vous demande, là, on va mettre les coordonnées du docteur Tardif sur le site web du gouvernement, mais ça pourrait permettre de sauver des vies. Si vous êtes capable, vous avez la COVID-19, vous acceptez de participer aux recherches du docteur Tardif. Ça semble très prometteur ce qu'il fait. Puis j'en profite aussi pour remercier tous les chercheurs, chercheuses. Il y en a plusieurs qui travaillent sur plusieurs projets qui, on l'espère, vont aboutir le plus rapidement possible. Et je termine en répétant mes 3 priorités. Pas de sortie, sauf si c'est absolument nécessaire. Si on sort, on se tient à 2 mètres des autres personnes. Puis quand on rentre de notre marche ou de notre sortie à l'épicerie, on se lave les mains avec du savon pendant 20 secondes. Donc, moi, je pense que si on respecte ce plan-là, on va sauver des vies de Québécois. Donc, ça vaut la peine de le faire, puis je compte sur vous. Quelques mots en anglais? Oui. My biggest concern right now. Ma plus grande inquiétude à l'heure actuelle est pour le matériel médical. En ce moment, pour certains types d'équipements, nous n'en avons que pour 3 à 7 jours en réserve. De nouvelles livraisons devraient arriver au cours des prochains jours et je veux remercier mon ami, le premier ministre ontarien Doug Ford, qui a accepté ce matin de nous transférer certains équipements médicaux. Merci beaucoup. Je veux également remercier le premier ministre Trudeau et la députée Chrystia Freeland, qui travaillent tous très fort afin de sécuriser certains approvisionnements dans d'autres pays. Alors, merci beaucoup, c'est très apprécié et c'est vraiment la priorité principale à l'heure actuelle de s'assurer que nous avons suffisamment d'approvisionnement en matériel médical au cours des prochaines semaines. Et je veux encore une fois demander aux professionnels de la santé, s'il vous plaît, n'utilisez que le matériel lorsque cela est nécessaire. Pour traverser ce combat, nous devons demeurer unis. Aujourd'hui, je demande aux Québécois de donner un coup de fil à quelqu'un qui est seul. Je connais bien des gens qui souffrent en ce moment de cet isolement. Un appel peut faire une grosse différence pour eux. Nous devons aussi continuer de suivre les directives, nos 3 priorités, ne pas sortir à l'extérieur à moins que cela soit nécessaire. Si vous sortez, eh bien, gardez une distance de 2 mètres entre chacun. Et lorsque vous revenez à la maison, lavez-vous les mains. Voilà comment nous allons sauver des vies. Merci à tous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions des journalistes, on va débuter aujourd'hui avec Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, Monsieur Arruda, il y a un mouvement qui se dessine en ce moment et qui est supporté notamment par des médecins du CHUM, entre autres le docteur Boubez, qui est chef de service en orthopédie au CHUM, et qui suggère le port du masque dans la population en général. Il y a un mouvement qui part en ce moment et qui s'appelle Mask for All, non pas pour se protéger soi-même de la COVID-19, mais bien d'éviter de transmettre par le biais de particules qui pourraient être transportées, aéroportées, dit-on. Le Washington Post dit ce matin que le Center for Disease Control aux États-Unis est en train d'examiner la possibilité de suggérer à la population en général de porter des masques, même des masques qui sont faits à la maison. Non, évidemment, pas des masques qui sont visés là, par les hôpitaux, les N95, etc., mais des masques faits à la maison. Alors, voici la question suggérée par les médecins du CHUM. Êtes-vous capable, de garantir que le port du masque par la population entière n'apporte pas de bénéfices? Et deuxièmement, est-ce que vous découragez les gens de le faire? Bien, c'est une question intéressante et une question qui soulève beaucoup de discussions actuellement. Il faut comprendre qu'il faut voir aussi le contexte dans lequel on est. On est en pénurie de masques. OK? Étant en pénurie de masques, ici comme ailleurs, puis on n'a pas la culture de port de masque depuis longtemps, étant en pénurie de masques, il faut utiliser le masque pour sa meilleure utilité. OK?
je tiens à vous dire que si on avait des millions, puis jamais, ça c'est important, le masque va remplacer les mesures d'hygiène de base, de lavage de mains, je tiens à vous le dire, parce que si vous portez un masque et que vous y touchez, vous avez touché à des objets, puis vous vous sentez sécurisé, c'est nuisible. Mais le port du masque peut avoir toutes sortes d'éléments et on est en train d'analyser, il va y avoir des études qui vont être faites là-dessus, parce qu'on n'a jamais vécu ce phénomène-là, c'est différent d'une société à l'autre. Le port du masque peut, premièrement, augmenter la distanciation sociale, parce que quand vous voyez quelqu'un qui porte un masque, vous vous demandez est-ce que c'est parce qu'il est malade ou il porte en protection, vous vous éloignez. Fait que, dans une perspective, je comprends les questions qui sont posées, dans une perspective, je vous dirais, du contexte actuel où on n'a pas de masque, on doit avoir une gestion serrée. Qu'est-ce qu'on fera quand on en aura des millions à donner? On verra, mais je pense qu'actuellement, on ne peut pas le faire. Puis, est-ce qu'effectivement, un tissu, parce que épais, peut diminuer l'exposition des gouttelettes? Potentiellement, mais probablement pas au même taux que le masque chirurgical. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends l'orientation que ces gens-là posent comme question, puis je vais vous dire, on va le regarder. On va le regarder selon la situation. Mais je tiens à vous dire, ça ne sera jamais l'alternative à une mesure de distanciation sociale, et puis, parce qu'il faut être capable de le porter adéquatement. Et même en situation de procédure, même en milieu hospitalier, quand le chirurgien fait une opération, si jamais il se contamine en touchant un endroit ou un autre, il y a une infirmière qui surveille. Donc, vous comprenez là que l'importance, oui, le masque peut être un instrument, oui, le masque doit être donné à des gens qui ont des symptômes en milieu de soins, oui, le masque est important pour celui qui va donner des soins à quelqu'un qu'on connaît malade. Est-ce que le masque dans la communauté va être l'élément le plus crucial dans la lutte contre la maladie? Je vous dirais qu'il peut peut-être y contribuer par différents effets, même pas physiques, mais psychologiques ou autres. Mais, par contre, dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas faire cette recommandation-là parce que nous allons priver les patients malades et les personnels de soins d'un outil qui est nécessaire. Mais j'espère que vous avez bien compris la nuance, Dr. Arruda, que, entre autres, qu'étudie le CDC aux États-Unis, ce n'est pas de porter des masques qui sont pour le personnel de la santé. La recommandation, c'est de fabriquer soi-même un masque pour éviter que les particules soient projetées sur d'autres personnes, pas pour se protéger soi-même. Si quelqu'un veut se faire des masques en tissu, OK, j'ai pas de problème. Je veux dire, puis il peut le faire, je pense que ça peut être fait. Mais il ne faut pas qu'il utilise le masque en pensant que c'est juste le masque qui va régler son problème. Il doit avoir une hygiène impeccable des mains, etc. C'est ce que je suis en train de vous dire. Bon, est-ce qu'on va regarder la recommandation, on va voir ce qu'il en est. Si ça sécurise les gens, si ça a un effet sur leur sentiment de protection, pourquoi pas. Mais je ne peux pas vous dire, je peux juste vous dire que où je ne veux pas que ça nuise, c'est que les gens oublient les autres méthodes, qui sont plus importantes que le port du masque. Prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Une hausse de 732 aujourd'hui, évidemment la hausse la plus importante. Vous me dites que les stocks sont courts. Le plan B, c'est s'il en manque, c'est quoi? Bien, évidemment, il faut commencer par une utilisation juste pour les besoins qui sont essentiels de l'équipement. Ça, c'est important là, parce qu'il y a des grosses variations d'un établissement à l'autre sur l'utilisation du matériel de protection. Pardon. Maintenant, on travaille très fort, un peu plus pour le moyen terme, à avoir des entreprises québécoises. Bon, je parle beaucoup avec Doug Ford aussi pour travailler conjointement avec des entreprises de l'Ontario qui pourraient fabriquer notre propre matériel. Sinon, bien, écoutez, on regarde partout où on est capable de commander. Donc, c'est je ne cacherai pas, là, c'est pour ça que je le dis aujourd'hui, c'est une préoccupation, mais c'est la même préoccupation qu'ils ont dans plusieurs États aux États-Unis, par exemple. Là, personne ne s'attendait à ce qu'on utilise autant de masques, par exemple. Une autre stratégie qu'on a, par exemple, avec les masques N95, il y a deux sortes de masques, les N95 et les masques de procédure. Pour les N95, là, on demande aux gens maintenant de les désinfecter, donc de les réutiliser. Ça se fait. Et oui, on a commencé à le faire. À ce moment-là, on conserve
notre marchandise, là, nos stocks. Et ça, c'était très important pour les N95 parce qu'on sait que les N95, on les utilise seulement dans certaines circonstances, mais majeures, quand on fait des procédures sur des personnes qui ont la COVID-19 ou d'autres là, qui sont infectés, des intubations, par exemple, des chirurgies ou que d'autres procédures là, qui sont très près et invasives. Alors, on a vraiment besoin de ces masques-là. Donc, on a commencé à désinfecter ces masques-là. Et pour les masques de procédure, les masques chirurgicaux là, qu'on appelle, évidemment, la directive, c'est vraiment de les utiliser quand c'est nécessaire. Et la santé publique est claire là-dessus. Si quelqu'un est infecté, un patient, à ce moment-là, on lui met un masque. La personne qui donne le soin, évidemment, va porter un masque, mais dans d'autres circonstances, quand les personnes ne sont pas infectées, dans le courant de tous les jours, les personnes n'ont pas besoin de masque. Par exemple, en CHSLD, en maintien à domicile, à moins que les personnes soient infectées, bien entendu. Alors, on veut, de cette façon-là, vraiment protéger notre quantité de masques de procédure, entre autres. Évidemment, les consignes, c'est se laver les mains et autant que possible, garder 2 mètres de la personne. Si on a un soin à donner et que la personne est infectée, il faut porter le masque, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire sur la livraison de l'Ontario, le nombre ou les éléments particuliers qu'on reçoit, c'est quoi? Oui, bien, c'est encore à établir, là. On a une première livraison qui devrait arriver aujourd'hui, puis possiblement d'autres dans les prochains jours. Entre autres, des masques de procédure. Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, bonjour. Hier, M. le Premier ministre, vous avez invité les gens qui avaient le besoin de consulter des psychologues. Ouais. Or, comme vous savez, il faut payer la plupart du temps pour consulter en psychologie parce que dans le réseau public, il y a des listes d'attente très importantes. Puis les gens ont encore moins les moyens de se payer des psychologues actuellement. Quand comptez-vous offrir des services gratuits ou ajouter des ressources dans le réseau public sur ce plan-là? Et quand? Parce que là, on a l'impression que c'est une période qui est critique sur ce plan-là. Oui, vous avez raison. Puis on a déjà commencé. On sait qu'il y a 325 000 personnes là, qui ont un problème de santé mentale, là, qui sont déjà connus de nos intervenants. Alors, c'est déjà commencé. On a demandé à nos intervenants de tous les appeler. Mais non seulement tous ces gens-là, mais aussi ceux qui sont sur la liste d'attente. Il y a des gens qui attendaient pour des services, alors ils vont tous les appeler. Alors ça, c'est important. Puis on dit à la population aussi, si vous avez besoin de services, appelez votre CLSC. Et on va s'organiser pour leur donner, évidemment, le plus possible par téléphone, pour des raisons qu'on comprend, la distanciation sociale. Évidemment, si on a besoin de les voir, on va s'organiser pour les voir, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire par téléphone. Et même, on implante actuellement la téléconsultation de plus en plus dans notre réseau. Alors ça, je pense que ça va prendre de l'ampleur. Et il faut dire aussi qu'il y a des lignes téléphoniques d'aide aussi, si les gens veulent les utiliser. C'est important. Mais autrement, si les gens ont besoin de services psychologiques ou des services psychosociaux, appelez votre CLSC ou vous allez être appelé là, si vous êtes connu ou si vous êtes sur une liste d'attente. Admettons, moi, je suis un travailleur qui a perdu son emploi, je suis en détresse. Oui. J'ai besoin de ce genre d'aide-là. Vous dites que si j'appelle à mon CLSC, je vais pouvoir avoir de l'aide rapidement à l'heure actuelle? Oui, vous pourriez avoir de l'aide téléphonique. Et on pense aussi à une autre stratégie qu'on est en train de travailler, où est-ce qu'on aurait peut-être une organisation au niveau des lignes téléphoniques existantes pour donner une réponse plus large à la population. Parce qu'on sait que la population, là, on vit des circonstances assez exceptionnelles, difficiles, et on a probablement besoin d'une réponse un peu dans le sens que vous dites, là, quelqu'un qui a perdu son emploi, qui fait une anxiété normale là, par rapport à ça. Alors, on est en train de regarder une stratégie, là, au-delà de ce que je vous ai dit, de gens qui sont connus ou sur une liste d'attente ou appeler son CLSC, mais une stratégie encore plus globale pour la population du Québec. C'est en train de se travailler actuellement. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. Monsieur le Premier ministre, je veux être certain de bien comprendre la situation en ce qui concerne les équipements de protection. Parce qu'il y a quelques jours encore, vous nous disiez faisons attention, ne gaspillons pas le matériel, mais vous nous disiez aussi qu'on en avait encore pour quelques semaines. Or là, aujourd'hui, vous nous parlez d'un délai de 3 à 7 jours avant une rupture de stock potentielle. Qu'est-ce qui explique ce revirement? Est-ce qu'il y a eu du gaspillage? Est-ce qu'on avait mal utilisé les masques ou mal évalué les stocks?
Non, je pense qu'il y a une semaine ou deux, je vous ai dit quelques semaines. Maintenant, il reste une semaine. Non, je pense pas là, que dans les derniers jours, j'ai pas dit quelques semaines. Mais on est dans une situation où les commandes qu'on souhaitait avoir sont pas toutes rentrées. On a une situation aussi où l'utilisation a beaucoup augmenté par rapport à ce qui était l'utilisation précédente. Puis pourtant, quand on regarde le nombre d'hospitalisations, là, c'est pas nécessairement corrélé avec l'augmentation des équipements. Donc, c'est exactement ce qu'on avait prévu. Il y a 2 semaines, il en restait pour quelques semaines. Là, il en reste 3 à 7 jours. Puis on espère que les commandes vont rentrer dans les prochains jours. Mais ce que j'aimerais ajouter là-dessus, vous permettez, M. le Premier ministre, c'est que il faut vous dire là, qu'actuellement, on utilise 10 fois plus d'équipements qu'en temps normal. Alors, ce qu'on utilisait en une année, on l'utilise en 4 semaines, à peu près. Alors, ça a changé, puis vous savez, on vous le dit toujours, hein, que les choses peuvent changer très rapidement. Alors, c'est ce qui a changé là, dans les derniers jours. Là. On s'aperçoit, évidemment, parce que la situation évolue et qu'on a besoin d'utiliser cet équipement-là davantage. Sur un autre sujet concernant les négociations avec les employés de l'État, on a appris donc hier soir la conclusion d'une entente avec la FIC concernant des mesures de santé et de sécurité à prendre immédiatement dans le contexte de la pandémie. On comprend qu'il y a des discussions avec d'autres syndicats là, sur ce thème précis. Est-ce que dans le contexte où on a réglé le plus urgent, là, qui étaient les mesures de santé et de sécurité à court terme, c'est toujours nécessaire de conclure maintenant de nouvelles conventions collectives avec l'ensemble des employés de l'État? Est-ce que vos énergies ne seraient pas mieux investies à vous occuper d'autres dossiers que celui-là qui semble assez lourd? Oui. Bien, écoutez, il y a des discussions qui vont se poursuivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il y a des mesures qu'on propose qui sont des mesures qu'on souhaite permanentes. Il y a des mesures qu'on souhaite temporaires. Donc, on essaie de tout discuter ça. C'est pas nécessairement simple, même pour les mesures temporaires, à qui ça doit s'adresser, qu'est-ce qu'on fait avec les préposés aux bénéficiaires. C'est pas nécessairement simple. Maintenant, pour Hugo Pilon-Larose, La Presse. Quand vous dites donc pour les équipements qu'on en a pour 3 à 7 jours, on croit comprendre donc que ça concerne entre autres les masques. Il y a des médecins qui demandent entre autres au Collège du médecin si ils doivent déontologiquement poursuivre de traiter des patients atteints de la COVID-19 si jamais on est en pénurie de masques. D'abord, est-ce que vous excluez que les médecins soient confrontés à ce dilemme? Et si oui, que doivent-ils faire? Ah, bien écoutez, pour l'instant, il n'est pas question qu'on demande à qui que ce soit de procéder à des actes sans être protégé. Là. Donc, on n'est pas là. On vous dit que c'est serré. Travaille très fort sur les commandes, travaille très fort avec l'Ontario, travaille très fort avec le gouvernement fédéral. Moi, j'ai bon espoir qu'on va être capable de passer au travers. Donc, on n'est vraiment pas à l'étape où on dit aux gens faites des opérations là, sans vous protéger. On n'est pas là du tout, là. En termes d'offres de santé mentale, Mme McCann, vous dites donc que les professionnels, entre autres dans les CLSC, vont pouvoir appeler les gens, notamment ceux qui étaient sur des listes d'attente. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va rester de tout ça après la crise? C'est-à-dire, comment ça qu'avant la crise, il y avait des listes d'attente, du monde qui souffrait, qui n'arrivait pas à avoir de service. Puis là, aujourd'hui, comme par magie, on arrive à débloquer des fonds ou de trouver des gens pour répondre à leurs besoins. Qu'est-ce qui va rester une fois que la pandémie va être terminée? Bien, je pense que c'est une très bonne question que vous posez parce que je vous dirais, à plusieurs niveaux, le réseau est en train de se transformer. Quand je vous parle là, de consultation par téléconsultation, ça n'existait pas là, à peine dans notre réseau. Actuellement, il y a 30 des médecins spécialistes en 10 jours qui ont implanté leur plateforme de téléconsultation. Il y en a 12 au niveau des médecins omnipraticiens en 5 jours. Alors, on continue. Et ça transforme l'offre de services et ça va continuer par la suite. C'est clair. On ne peut pas tout faire par téléphone ou par téléconsultation, mais on peut faire beaucoup de choses. Et les gens, souvent, préfèrent ne pas se déplacer non plus et le médecin peut faire son intervention de cette façon-là. Pour la santé mentale, bien, on va développer des plateformes en téléconsultation aussi. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que le moyen le plus rapide, le plus simple, c'est le téléphone. Et c'est ce qu'on va faire. Mais il y a la téléconsultation aussi qui va se développer graduellement. Et notre réseau, quand on va sortir de cette crise, va être transformé à plusieurs niveaux, au bénéfice de la population.
Au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous. Madame McCann, je vous ai posé la question il y a quelques jours, voire même plus d'une semaine, concernant l'utilisation du matériel de fortune dans des hôpitaux. Encore aujourd'hui, dans un hôpital de la Rive-Sud de niveau 2, on utilise des masques, c'est-à-dire des visières de protection fabriquées avec des acétates. Monsieur Laforêt, les visières de protection, là, d'abord, on en a commandé, il y en a qui j'espère, vont être reçues. On en a un certain nombre, mais des visières, là, ça se désinfecte. Alors, moi, je vais m'informer de ce que vous dites et je vais y voir parce qu'il faut absolument que le personnel ait le matériel qu'on leur fournit, qu'ils en aient suffisamment, et surtout dans un niveau 2, absolument. Une visière, ça se désinfecte. Et ça, je vais y voir, je vais m'assurer qu'on a une visière appropriée. Il n'y a pas de raison d'avoir une visière de fortune dans un hôpital, dans n'importe quel hôpital du Québec. Est-ce que c'est possible actuellement, et la FIC soulève ça, qu'il y ait une distanciation ou un problème entre ce que vous, en tant que gouvernant, vous dites et l'application qui se fait dans les directions, soit les CIUS ou les directions de centres hospitaliers. Entre autres, la FIC qui a mis en ligne un site « Je dénonce », parce qu'on dit que dans certains hôpitaux, le message que vous envoyez, c'est pas ce qui se fait sur le terrain. Ça progresse, mais je comprends. Et moi, j'ai parlé à toutes les centrales syndicales hier, dont la FIC d'ailleurs, et moi, je vous dirais que ce que je dis maintenant, c'est non seulement il faut aplatir la courbe, il faut aplatir la structure. Si vous me suivez, ce que je veux dire, c'est qu'on a de grandes organisations, mais il faut se rapprocher du terrain, avoir des processus très clairs par rapport au matériel, par exemple, et au protocole. Et je pense qu'effectivement, il peut y avoir certains endroits au Québec où il y a des améliorations à faire. Mais j'ai parlé également aux présidents directeurs généraux vendredi dernier, je leur ai parlé hier, et déjà en 3 jours, je vous dirais, il y a beaucoup, beaucoup de progrès. Il faut savoir qu'on est en train de faire des choses à la vitesse de l'éclair en 2 jours, que dans le passé, on aurait fait en 1 mois. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on veut être au courant. Et moi, je comprends que la centrale syndicale, la FIC, a mis ce site web-là. D'ailleurs, on a des liens constants. Mon chef de cabinet parle aux centrales syndicales aux 2 jours. Alors, on veut être au courant, on veut savoir où est-ce qu'il y a des problèmes pour aider, pour supporter nos établissements et nos équipes et vraiment que ces processus-là soient optimaux pour protéger notre personnel. Alors, ce qu'on dit, oui, on va avoir des nouvelles du terrain. D'ailleurs, moi-même, j'appelle là, pour avoir des nouvelles. J'ai appelé le président de la FMOQ, la présidente de la FMSQ. J'appelle les centrales syndicales. On veut des nouvelles du terrain parce qu'on veut supporter nos établissements et nos équipes dans un processus le plus rapide possible et le meilleur possible. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour. La question est pour le docteur Arruda. En janvier ou février, quand vous nous rencontriez, vous disiez que le Québec était prêt à l'époque à faire face à toutes les éventualités, qu'on n'avait rien à craindre. Vous tentiez même de rassurer les gens. Depuis le début de la crise, on découvre que, bon, là, on risque de manquer d'équipements médicaux. On a eu des problèmes avec la ligne InfoSanté pendant plusieurs jours, qui a été débordée. Il y a des gens qui ont dû attendre plusieurs jours aussi pour avoir des résultats. Bref, il y a eu des ratés dans le système. Alors, on poursuit sur LCN la diffusion de ce point de presse des autorités gouvernementales à Québec, alors que les téléspectateurs de TVA retrouvent la programmation habituelle. Dans les faits, si vous vous entendez à ce qu'on aille tout cool comme à l'habitude, je pense que c'est impossible. En tout cas, je ne vois pas un pays dans le monde qui le fait. Bon, peut-être qu'à certains endroits, il y a une certaine force, d'autres, etc. Moi, ce que je veux dire aussi, puis j'ai aussi dit que cette situation-là, là, c'est facile de regarder en arrière, puis on va la regarder, c'est clair quand la situation va être présente, mais c'est une situation qui change au jour le jour. Quand il y a la quantité de masques qu'on avait et les commandes qu'on avait placées, ça a été répondu, on serait prêt. On est dépendant aussi de toutes sortes de situations internationales comme telles. Moi, je pense que le Québec est encore, et je vais vous le dire, c'est l'histoire qui va nous le dire, c'est le futur qui va nous dire si on était prêt ou pas. Mais j'essaie de me concentrer sur ce qu'on a à faire au Québec. Je pense que les meilleures indications
ou signes d'intervention qu'on a vu être générés par la littérature, et puis les expériences d'ailleurs, on est en train de les appliquer. Mais certes, on va vivre des situations. Certes, on est en train d'augmenter beaucoup la capacité pour traiter le monde. Certes, je suis pas le bon Dieu. Je peux pas donner de garantie. Mais certes, je pense qu'on a fait véritablement notre maximum. Puis je peux vous dire que déjà depuis plusieurs semaines, puis là je parle de secteurs qui sont dans d'autres secteurs, mais auxquels on travaille conjointement, les lits sont disponibles. Il va y avoir un enjeu de ressources humaines. Ça, c'est une affaire qui est importante. On ne peut pas tricoter. Les équipes s'adaptent. On fait des formations avec d'autres choses. Moi, je considère qu'on pourra voir ce qu'on aura manqué. On pourra sûrement faire mieux la prochaine fois si on est encore ici. Ou si je suis encore vivant, on verra. Et si je suis encore dans ces fonctions. Mais je pense que c'est très facile maintenant de dire on a dit ça à telle date, puis je vais vous le dire, on reviendra là-dessus comme tel. Moi, je pense que le Québec a fait, et je tiens à dire que les gens de santé publique, du réseau de la santé, les travailleurs essentiels, toute la société est en train de faire, le gouvernement est en train de faire le maximum. Je pense que quand on compare les actes que le Québec a posés par rapport à d'autres gouvernements, on verra ce que l'histoire dira. Mais moi, je pense que aussi, ce qui est important, vous faites votre excellent travail de poser des questions pour nous challenger, mais il faut aussi maintenant que la population embarque dans le jeu. Puis, je pense qu'on fera l'analyse et le débriefing un peu plus tard. Mais je tiens à vous dire que je pense que ici, là, les gens sont à 200, 300 %. Là, il faut commencer à penser à remplacer des personnes aussi pour qu'elles se reposent un peu. Parce que, vous savez, à la fois, si c'est dur pour les gens dans la population, c'est aussi très dur pour les intervenants, mais les gens sont motivés, les gens croient à leur rôle. Il y a plein de gens qui veulent venir nous aider parce que c'est une mission qui est très importante, qui est de protéger les autres. Mais je pense que c'est important de effectivement saluer l'énorme travail qui a été fait et qui continue d'être fait par les gens du réseau qui sont en train de transformer le réseau complètement pour répondre à cette demande-là. On a libéré en l'espace de 3 semaines 7000 lits, dont presque 600 lits de soins intensifs dans le réseau. C'est du jamais vu au Québec. Et les efforts continuent pour vraiment nous assurer qu'on aura les services pour notre population. Alors, les gens sont mobilisés. C'est sûr qu'il y a toujours des ajustements à faire, mais les gens sont mobilisés dans le réseau et au ministère. J'aurais juste un élément à ajouter. Et on aura un Québec différent après la pandémie qu'on vit maintenant. En numérique, en télétravail, en économie, ça va transformer notre société. Puis il va falloir rebondir là-dessus pour que cette crise devienne une opportunité. Vous me permettez en complémentaire brièvement, est-ce qu'il serait possible d'avoir un tableau de l'éclosion dans les résidences pour aînés au Québec? Il y en a combien qui sont touchés au total sur l'ensemble du territoire? Puis combien de personnes sont infectées dans ces résidences-là? Il y a combien de décès aussi dans les résidences pour aînés? Écoutez, je vais essayer de trouver mon tableau parce qu'on a toutes sortes de tableaux. Puis je veux peut-être en profiter pour annoncer qu'il va y avoir dans des sites web des graphiques et des données beaucoup plus régulières. Là. Il y en avait déjà dans le site web québec.ca, mais vous allez voir qu'il va y avoir à partir de cet après-midi, avec une collaboration de l'Institut, du ministère de la Santé et tout le réseau de la santé, des données qui vont être données. Mais je vais essayer de vous retrouver le tableau. Il y en avait au-dessus de 130 queues comme telles, chacune étant à différents niveaux, là, certains ayant un seul cas chez un usager ou etc. Mais on est autour à peu près de 137. Mais je vous propose d'aller regarder sur le site web cette donnée-là qui va être là après-midi ou au plus tard demain, là, parce qu'on est encore en train d'accumuler. Puis ce qu'on voulait faire, c'est d'assurer d'avoir des données assez justes, stabilisées, pour être en mesure de les rendre publiques. Très bien. Alors, si je peux me permettre à mon tour, Marc-André Gagnon du Journal de Québec, vous avez vu, c'était rapporté dans les pages du journal ce matin. Monsieur Legault, vous avez commencé à préparer l'avenir, la relance avec 4 de vos ministres. Quelles mesures vous apparaissent inévitables pour donner une chance à la reprise qu'il y aura après la crise? Dr Arruda y faisait référence. Est-ce que c'est une baisse du fardeau fiscal des Québécois? Est-ce qu'il faudra mettre de côté le plan de réduction des GES, par exemple? Bon. D'abord, ce qui est important de dire, c'est que notre priorité actuellement, c'est la santé. Donc, ça ne nous empêche pas d'avoir une équipe qui travaille sur l'économie parce qu'on a 2 grands défis devant nous, mais il reste que la priorité à court terme, c'est la santé. On commence à travailler avec une équipe sur l'économie. Ça veut dire, quand on parle d'économie, on parle de consommation. Donc, oui,
et il faudra regarder s'il faut aider les individus, donc les Québécois, à avoir de l'argent pour consommer, recommencer à consommer, être confiants dans l'avenir quand ça va recommencer. Deuxièmement, les entreprises. On veut que les entreprises soient prêtes à fonctionner dès qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, puis qu'on peut mettre de côté les problèmes de santé puis se concentrer sur l'économie. Donc, c'est important qu'on identifie les entreprises qui vont vivre des difficultés, s'assurer qu'elles sont prêtes à être relancées rapidement. Puis évidemment, il y a des choses qui vont avoir changé. Il y a des secteurs où, bon, on va avoir certains disent une démondialisation, donc moins d'importation, ça suppose plus de production locale, moins d'exportation, ça veut dire se concentrer sur des nouveaux produits, des nouveaux services. Évidemment, le télétravail, tout le numérique, la robotique, ça va être plus important que jamais. Il y a des secteurs comme les livraisons, ça va être très important. Les gens s'habituent maintenant à se faire livrer des choses. L'agriculture, s'assurer qu'on a des produits de qualité qui sont faits chez nous, c'est important. Puis il y a des belles opportunités qui sont possibles d'être jumelées avec notre lutte au changement climatique. Je pense que, entre autres, tous les projets qu'on a dans le transport en commun, que ce soit à Montréal, Longueuil, Laval, Québec, Gatineau, les autobus électriques dans les 20 grandes villes du Québec, je pense que ça va aider à ajouter rapidement des infrastructures, donc des contrats publics qui vont remplacer des contrats privés qui seront peut-être pas là au rendez-vous dès le redémarrage. Donc, il y a une équipe qui est dirigée par Éric Girard avec Pierre Fitzgibbon, Christian Dubé, Jean Boulet, aussi s'assurer qu'on s'arrime bien avec les syndicats. Je pense entre autres à tout ce qui va se passer dans le secteur de la construction. Donc, on se prépare. Mais je veux être très clair, là, moi, ma priorité quand je me lève le matin, c'est la santé, mais ça ne m'empêche pas de passer quelques heures durant la journée à travailler sur le plan économique qu'on aura besoin en temps et lieu. Respectueux. Oui, vos chiffres, voulez-vous pour les... je les ai. Puis ça peut changer tantôt quand vous allez voir sur le site parce que les données sont mises à jour. Puis ce sera une tombée de 9 heures. Il y a 184 CHSLD pour lesquels il y a eu un cas ou une situation. 114 résidences pour personnes âgées, 59 RI-RTF, puis dans d'autres milieux de vie là, où peuvent vivre des personnes âgées, il y en a 53. Merci. Donc, si je peux revenir, Monsieur le Premier ministre, respectueusement, vous savez, sur les réseaux sociaux, on va passer toutes sortes de commentaires, parfois malheureux, mais les gens, quand ils regardent la composition de ce comité de relance que vous avez créé avec 4 ministres, 4 hommes, ils se demandent mais pourquoi il n'y a pas une femme. Par exemple, pourquoi Mme Guilbeault, qui est vice-première ministre de la Sécurité publique, n'est-elle pas impliquée? Donc, je vous donne l'occasion de répondre à ce commentaire que j'ai vu passer. Oui, bien écoutez, vous savez qu'on est à peu près moitié au Conseil des ministres, mais Mme Guilbeault va continuer à s'occuper de la sécurité publique. Mais ce qui est important, c'est l'économie. Donc, l'économie, on va avoir des dommages importants. Donc, évidemment, ça suppose d'avoir Pierre Fitzgibbon. Évidemment, il va falloir tout financer ça, puis de voir c'est quoi les ressources qu'on a disponibles. Bien, c'est le ministre des Finances. Puis bon, le ministre du Travail, bien, c'est important qu'on ait des travailleurs prêts en toute sécurité à travailler. Donc, comme un hasard, si on veut, que ça soit 4 hommes. Actuellement, la priorité, c'est la santé. Puis c'est une femme excellente qui est là, qui est Danielle. Très bien, merci beaucoup. On va maintenant passer donc aux questions en anglais. We'll start today again with Cathy Sonnet from CBC. You talked, Mr. Arruda, about the number of CHSLDs that are affected with outbreaks and also private residences for seniors. Des cas de virus. Vous avez parlé aussi des résidences pour aînés. Comment travaillez-vous en termes de prévention pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'explosion du nombre de décès dans ces installations d'hébergement pour aînés?
Il pourrait y avoir 1 7 des travailleurs dans ces résidences. Parfois, 5 des gens vont en mourir, 7 Alors, il faut déployer des mesures importantes. Et ce que l'on dit, c'est que dès qu'il y a un seul cas, des protocoles doivent être mis en place pour traiter les gens, pour les protéger les travailleurs dans ces résidences, s'assurer qu'il n'y a plus de visiteurs qui entrent dans les résidences parce que ces gens-là ont des contacts avec la communauté. Voilà ce qu'on veut faire. Et même dans certains endroits, même si on met quelqu'un à l'entrée, un gardien, il y a des gens qui vont par l'arrière. Il y a plusieurs mesures que l'on doit respecter qui vont être efficaces. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Alors, quand vous êtes âgé, vous pouvez avoir le virus et le risque d'en mourir est élevé. Et vous devez comprendre que dans nos CHSLD, nous hébergeons des gens qui ne sont pas en bonne condition de santé, des gens qui sont déjà vulnérables et à risque de mourir d'une infection normale, régulière. Alors, il faut effectuer des diagnostics précis. Il faut savoir est-ce que le virus est dans un seul appartement qu'on va isoler ou sur un étage. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas de visite à travers les appartements pour limiter la propagation. Il y a une opération de recherche qui doit être menée. Je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura pas de mort. Parfois, le virus est déjà là et n'a pas encore été détecté. C'est la même chose ici, en Ontario, partout à travers le monde. Voilà pourquoi on met l'accent sur les traitements et les protocoles qui sont déployés dans ces situations. Dans le comité, président du Conseil du Trésor, Christian Dubé. Pierre Fitzgibbon s'occupe des contrats privés, mais très important, Christian Dubé s'occupe des contrats publics. Ne juste pas l'oublier. I have a question for you, Mr. Legault. J'ai une question pour vous, M. Legault. Si on regarde les chiffres aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 7000 cas au Canada. Au Québec, il y a une augmentation de plus de 700 cas. Il s'agit de 21 et maintenant, on a plus de 4162 cas. C'est 54 de tous les cas au Canada. Le nombre de cas au Québec, comparativement à d'autres provinces, est-ce que c'est un des arguments que vous évoquez avec les autres premiers ministres lorsque vous leur dites, par exemple, à M. Ford, que vous avez besoin d'équipements médicaux supplémentaires? Non, ce n'est pas notre argument. Lorsque vous regardez les chiffres, les statistiques des gens qui sont hospitalisés au Québec, par rapport au nombre de personnes qui en meurent, nous avons des statistiques qui sont, somme toute, assez basses. Alors, on doit être assez prudent lorsque on regarde les statistiques. Oui, il y a plusieurs cas, mais on a testé énormément. On est un des endroits à travers le monde qui a testé le plus et nous avons mené des tests de dépistage aussi avec des gens qui étaient plus à risque. Et même en ce moment, on commence à considérer que des gens puissent être diagnostiqués positifs à la COVID-19 sans même avoir passé de tests de dépistage si cette personne qui présente les symptômes a été en contact avec quelqu'un qui, lui, a été testé positif. Nous avons différentes méthodes et on doit être prudent lorsque l'on se compare. Alors, si nous comparons nos résultats avec les États-Unis, avec tous les pays d'Europe, on fait mieux jusqu'à présent. On doit être attentif, on doit être prudent lorsque l'on analyse les statistiques et je suis quand même impressionné lorsque je regarde les résultats en Ontario. Un nombre très bas de cas. Mais lorsque l'on se compare avec l'Europe, les États-Unis, le Québec est à un niveau assez bas. Et encore, on doit répéter que la semaine de relâche est survenue au pire des moments, juste avant que l'on stoppe les voyages. Dans les
questions par courriel. Est-ce que Mme Guilbeault est en discussion avec les forces armées canadiennes sur une base régulière et est-ce qu'il y a des plans de déploiement en ce sens? Non, nous n'avons pas besoin pour l'instant d'avoir recours aux forces armées canadiennes. Tous les corps policiers ont la situation sous contrôle. Maintenant, pour M. Arruda, ça pourrait prendre des semaines, voire des mois avant que nous voyions l'autre côté de la courbe. Est-ce que vous pourriez nous dire combien de temps ça va prendre avant qu'il y ait un retour à la normale? Est-ce qu'on sera capable éventuellement de ne plus pratiquer la distanciation sociale si et seulement si il y a un vaccin? Ce serait vraiment une réponse que j'aimerais avoir parce que je pourrais vous dire quand nous pourrons relaxer les mesures. Probablement, lorsqu'on sera au pic de la courbe, on sera en mesure de vous en dire davantage. Je pense que c'est impossible de le dire pour l'instant. On va suivre la situation. De très près. Autre question pour Mme McCann. Il continue d'y avoir des cas dans des résidences du Québec. Il y a des morts. Il y a des patients, des résidents qui sont isolés sur certains étages. Certains d'entre eux sont asymptomatiques. Est-ce la meilleure façon de faire? On a vu en Ontario d'autres façons de faire. J'espère que j'ai bien compris la question. Ma compréhension et l'orientation de la santé publique, c'est lorsque vous avez des cas symptomatiques dans une résidence de longue durée, vous isolez cette personne ou ces personnes. Il y a une zone chaude et une zone, disons, froide. Et il y a la zone chaude où les gens ont des symptômes, sont testés pour la COVID-19 ou encore ont obtenu une confirmation. Et l'autre zone, c'est une zone pour les autres résidences. C'est vraiment la meilleure façon de séparer les deux groupes de personnes. Je ne sais pas si je réponds avec justesse à la question. Oui, je pense que c'est clair. Deuxième question pour M. Legault encore. Les loyers commerciaux et résidentiels doivent être payés demain. Plusieurs Québécois sont sans emploi, plusieurs commerces sont fermés. Est-ce que Québec pourrait décider de reporter le paiement de ces loyers pour une période de 30 jours? D'abord, tous ceux qui ont besoin d'argent vont recevoir 2 000 $ par mois du gouvernement fédéral. Ce montant sera rétroactif au 15 mars. Il y a un problème de liquidité pour certaines personnes entre maintenant ou entre le 1er avril et le moment où ils vont recevoir leur chèque. Alors, je demande aux propriétaires de faire preuve de flexibilité, d'être compréhensifs et on va s'assurer que la Régie du logement n'accepte aucune éviction pendant cette période. Deux dernières questions. La première pour M. Legault. Nous avons des informations à l'effet que des membres de la communauté juive ont vu leur accès refusé à des services essentiels, comme des banques ou encore des pharmacies. Il y a également des commentaires racistes sur les médias sociaux. Quelle est votre réaction à ceci et quel est le message que vous envoyez aux Québécois? D'abord, des messages racistes sont inacceptables au Québec. Nous n'allons jamais accepter cela. Et à propos maintenant de ne pas avoir accès à une pharmacie, je ne suis pas au courant de cela. Peut-être qu'il y a des restrictions particulières à Boisbriand en raison de ce que vous savez, mais je ne pense pas que dans d'autres endroits, on a ce genre de restrictions. Madame McCann, in November, you announced that the new lower parking rates for hospitals. Vous avez annoncé précédemment que les tarifs des stationnements d'hôpitaux seront réduits. Et là, on apprend que des hôpitaux ont augmenté leurs tarifs de stationnement. Est-ce que vous prévoyez éventuellement baisser des tarifs dans les hôpitaux, par exemple des gens qui voudraient regarder la télévision dans leur chambre? D'abord, notre objectif est toujours d'implanter les mesures concernant les tarifs de stationnement, mais ce sera donc pour les stationnements des patients, et ce, à travers le Québec. Alors, cela devait être implanté graduellement. Il
faudrait que je vois maintenant où on en est avec l'implantation, mais d'ici la fin de juin, nous serions supposés d'avoir tous les hôpitaux au Québec qui chargent les tarifs que nous avons annoncés pour le stationnement des patients. Pour la télévision dans les hôpitaux, nous sommes en train d'analyser la situation. Peut-être que certaines fondations pourraient participer à cet effort. On est en train d'analyser la situation. Clarification pour la route. Monsieur Legault, Monsieur Ford est en train de dire qu'il n'a pas envoyé d'équipement médical au Québec dernièrement. Bien, on s'est entendu qu'il y a de l'équipement qui devait être envoyé en Ontario, qui était envoyé au Québec. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Alors, il est 13h51. On sent que le ton a changé du côté de Québec, plus lourd. On sent l'inquiétude, la pression qui est forte sur le gouvernement Legault. On reconnaît maintenant, et je cite le Dr Horacio Arruda, on est en pénurie de masques, on est véritablement en pénurie d'équipements. On parle de 3 à 7 jours d'équipement disponible, mais on en utilise 10 fois plus qu'en temps normal. Alors, on l'utilise très rapidement, si bien qu'on demande maintenant aux employés du secteur de la santé de nettoyer, de réutiliser leurs masques, le N95 entre autres. Vous reconnaissez Emmanuel, Paul et la pharmacienne Diana Marc qui est avec nous. Alors, c'est un point de presse où, d'abord, rappelons le bilan. Je pense qu'il faut le souligner. On le voit à la droite de l'écran. On est rendu à 739 cas 32 cas de plus pour atteindre 4162 au Québec. Même si le niveau d'hospitalisation n'a pas augmenté tant que ça, on a 51 nouveaux patients quand même d'hospitalisés et en soins intensifs, on en a toujours 82, mais on déplore encore aujourd'hui 6 décès. C'est donc dire que la situation, là, on est loin du pic. On est dans la phase d'accélération de la fameuse courbe, c'est clair. Et d'autre part, Pierre, l'autre évidence, là, maintenant, qui est claire, c'est qu'on gère la rareté. Depuis plusieurs jours déjà, on gère la rareté. Voilà qui explique pourquoi, sans doute, il manque cruellement de certains équipements de base dans plusieurs hôpitaux en ce moment. C'est que le Québec n'a pas une réserve stratégique suffisante pour être confortable dans la situation actuelle. Est-ce que, Diane, on n'avait pas bien planifié, puisqu'on doit faire appel à l'Ontario, entre autres, pour avoir de l'équipement médical? Oui. Bien, ce qui est clair, en tout cas, c'est que là, il y a une transmission communautaire. À partir de ce moment-là, quand on demande aux professionnels de la santé d'accueillir les gens en hôpital, il faut s'attendre à ce que chaque personne soit potentiellement positive. Alors, on a beaucoup parlé qu'on était reconnaissant envers le personnel des hôpitaux, mais la meilleure façon de lui transmettre cette reconnaissance, c'est de bien l'équiper, parce que les gens sont prêts à aller lutter contre un ennemi imprévisible que la COVID, mais le manque d'équipement, ça, c'est prévisible. Alors, il faut vraiment qu'on trouve des façons rapides de rapatrier des équipements ici. Effectivement, on a plus de cas positifs actuellement au Québec qu'ailleurs. Peut-être qu'on teste plus, mais on a cette réalité-là. Alors, il faut agir mieux. On est rendu à quoi? 54 des taux, de tout du Canada, ouais. Exactement. Deuxième élément, vous savez, un masque N95, moi, je connais des gens qui en portent. Puis quand on le porte, là, au bout de 2 ou 3 heures, on a expiré dedans. Et l'humidité qu'on expire, c'est un filtre tellement opaque que les gens ont de la difficulté à aspirer de l'air. Comprenez-vous? Alors, c'est pas une question de luxe là, de dire je vais faire exprès pour en gaspiller. On a du mal à respirer à travers le masque. Mais ça se nettoie? Fait quelques heures qu'on l'a. Comme le gouvernement Ben là, c'est ce qu'on recommande maintenant. Alors oui, je pense qu'il va y avoir des protocoles pour que les gens puissent nettoyer. Peut-être une dernière intervention, si je peux me permettre, mais les psychologues, le soutien, on a beaucoup de psychologues qui sont au privé. On n'en a presque pas qui sont au public. En temps normal, ils fournissent pas à la tâche. Alors, il y a une façon d'aller chercher des gens qui sont dans le secteur privé actuellement et de leur proposer de travailler puis de venir en soutien à la population parce qu'on entend vraiment beaucoup de détresse actuellement dans les lignes ouvertes. Il y a une détresse réelle multipliée actuellement. Il faut offrir plus de services. Emmanuel, on compte sur des arrivages. On a dit aujourd'hui peut-être qu'il en arrivera de l'Ontario. On en attend aussi de l'extérieur. On sent que le défi est le même pour toutes les provinces. M. Trudeau l'a même expliqué encore ce matin, lui aussi. Oui, et c'est vraiment une stratégie en 2 étapes là, que déploie le gouvernement fédéral. Profiter de sa force de frappe là, pour
mettre en place une stratégie d'approvisionnement à la vitesse grand V. On dit, là, entre autres, que d'ici quelques semaines, il va y avoir on a commandé 157 millions de masques chirurgicaux, ça vous donne une idée, et 60 millions de masques N95. Donc, après ça, par ailleurs, il y a des arbitrages difficiles à faire. Là, on le voit, là, ce litige, est-ce que c'est l'Ontario qui a donné les masques au Québec ou est-ce que c'est l'Ontario qui a accepté que le Québec récupère des masques qui lui étaient destinés? Ça va être difficile plus la crise va avancer pour le gouvernement fédéral de naviguer tout ça. Mais c'est sûr qu'à terme, dans quelques semaines, voire mois, le but, c'est que cette production se fasse au Canada et à Ottawa. On est très clair, les entreprises qu'on va aider à transformer leur chaîne de montage devront en priorité approvisionner le Canada, justement pour qu'on ne se retrouve plus en position de pénurie. Alors, on se réjouit presque du côté du gouvernement en disant que c'est une bonne nouvelle, le fait qu'on ait moins de gens hospitalisés compte tenu du fait qu'on en diagnostique davantage, mais ça amène d'autres défis. Suivez Paul Larocque sur LCA plus tard.